Cette deuxième capsule concerne la deuxième et dernière séance de l'unité numéro 9 d'histoire pour le 6e 1, pacifier et romaniser l'Empire, deuxième séance. Comme les marchandises, le mode de vie romain circule aussi. Tu l'as vu précédemment à travers les wilaïs gallo-romaines. Les habitants des provinces adoptent cette nouvelle façon de vivre, on parle de romanisation. Tu vas dans cette séance t'intéresser à la diffusion du mode de vie romain dans l'Empire, et notamment en Gaule, et qui devient rapidement un espace très prospère. Lugdunum, colonie romaine fondée dès 43 avant Jésus-Christ, devient capitale des Gaules sous Auguste. Découvre cette cité dont de nombreux vestiges archéologiques sont désormais connus, mais auparavant fait quelques petites révisions. Donc un grand domaine agricole dans l'Empire romain, on appelle ça une villa. Les frontières de l'Empire romain, le limes, notamment quand c'est fortifié ou bien gardé, période pendant laquelle l'ordre et la sécurité sont assurés dans l'Empire romain, la Pax Romana, art décoratif qui consiste à assembler des tesselles de couleurs pour former un dessin, des mosaïques, axe communication pavé qui traverse l'Empire, on appelle ça une voie romaine, une via, la via Pia c'est la plus ancienne, mais ce n'est pas le nom de toutes les routes. Et un territoire administré par un gouverneur, on appelle cela une province. Première partie, je découvre Lugdunum. Vous le voyez sur la carte. Lugdunum est le nom latin de Lyon. En 43 avant Jésus-Christ, les Romains y fondent une colonie. Située à la confluence de deux fleuves, la Saône et le Rhône, la ville est un carrefour incontournable pour le commerce entre l'Italie, la Gaule et la Germanie, la future Allemagne. Profitant de cette position avantageuse, la ville s'agrandit rapidement. Les premiers empereurs apprécient la cité. Auguste y séjourne à plusieurs reprises et finit par en faire la capitale des Gaules. Tibère y séjourne également plusieurs fois et l'empereur Claude y naît en 10 avant Jésus-Christ. Pour remercier les empereurs de cet attachement, chaque année, des ambassadeurs de toutes les cités gauloises viennent célébrer le culte de l'empereur à Lugdunum. À cette occasion, les Gaulois organisent des fêtes en l'honneur de l'empereur. Vois dans quel cadre se déroulent ces fêtes. Une description par Strabon, qui est un géographe grec, qui a écrit un grand livre qui décrit toutes les provinces de l'Empire. Il s'appelle Géographie. La ville même de Lugdunum, qui s'élève adossée à une colline, au confluent de la Saône et du Rhône, est un établissement romain. Il n'y a pas dans toute la Gaule, à l'exception cependant de Narbonne, de ville plus peuplée, car les Romains en ont fait le centre de leur commerce, et c'est là que leurs préfets font frapper toute la monnaie d'or et d'argent. C'est là aussi qu'on voit ce temple ou édifice sacré, hommage collectif de tous les peuples de la Gaule, érigé en l'honneur de César Auguste. César est un titre qui veut dire empereur. Il est placé en avant de la ville, au confluent même des deux rives des deux fleuves, et se compose d'un hôtel considérable où sont inscrits les noms de 60 peuples, le même nombre de statues dont chacune représente un des peuples, enfin un grand naos ou sanctuaire. Reconstitution de Lugdunum, dont vous voyez en grand 1 le cirque, le grand cirque, pour les courses de chevaux, les courses de chars. En 2, l'Odéon, qui servait à la poésie et à la musique. En 3, le théâtre, pour des comédies, des tragédies. Le nouveau forum, donc comme à Rome, c'est une place où les gens se rencontrent. C'est une place de marché, il y a des boutiques, il y a des bureaux d'administration. Le nouveau forum, parce que l'ancien ne suffisait plus. Un port, un sur la Saône, un second sur le Rhône. L'amphithéâtre, qui ressemble un peu au Colisée à Rome, mais bien plus petit. Et enfin, le fameux sanctuaire des Trois Gaules. Sur quel site est fondée la ville? Dans une vallée et sur une colline, à la confluence de deux cours d'eau. Les activités pratiquées sont le commerce, la frappe des monnaies. Et de quel monument parle Strabon? C'est le grand temple érigé en l'honneur d'Auguste, le temple des Trois Gaules. Alors pourquoi Trois Gaules? Je reviens tout simplement. Vous aviez la Gaule belgique qui était au nord. Et après, vous avez la province romaine, qui était romaine bien avant la conquête de Jules César. Et puis
le reste de la Gaule. Voilà. Après, l'Aquitaine n'était pas tout à fait la Gaule, puisque c'est les ancêtres des gens du Pays Basque qui y habitaient. Hop là, je vais trop vite. Donc, le sanctuaire des Trois Gaules. Ceci est un as, c'est une pièce de monnaie romaine. Le monument dont il est question dans le document 1 et sur le document 3 est le sanctuaire des Trois Gaules érigé en 12 avant Jésus-Christ par 60 peuples gaulois. Il est dédié au culte de Rome et d'Auguste. La seule représentation dont on dispose est cet as de cuivre frappé sous l'empereur Tibère, le fils adoptif d'Auguste, et retrouvé en Suisse. La façade de l'autel sur lequel était inscrit le nom des 60 peuples est encadrée par 2 colonnes supportant des victoires, la déesse Victoire. Elles tiennent la palme et la couronne, symbole des victoires militaires de l'empereur. Voilà, et là, vous connaissez ROM pour Rome. Comment appelle-t-on le monument représenté, le sanctuaire des Trois Gaules? Et sur le document numéro 2, il correspond au numéro 8, à l'entrée de la ville. Tous les ans, le 1er août, les délégués des 60 peuples gaulois se rassemblent devant l'autel monumental pour témoigner leur dévotion à Rome. La fête consiste en sacrifices, processions, jeux, concours d'éloquence et de poésie. Les 60 représentants forment une assemblée de notables appelée le Conseil des Gaules. Cette assemblée n'exerce pas seulement une fonction religieuse, elle a aussi un rôle administratif et politique. Elle communique directement avec l'empereur et lui transmet les vœux et les plaintes des populations gauloises. Donc, qui célèbre-t-on ou que célèbre-t-on dans ce sanctuaire? Le culte de Rome et le culte de l'empereur. L'amphithéâtre des Trois Gaules. Progressivement, les habitants de Lugdunum adoptent le mode de vie romain. Ils vont doter leur cité de différents établissements de loisirs. À proximité du sanctuaire a été construit un amphithéâtre dont il reste quelques vestiges aujourd'hui. Il ne faut pas le confondre avec le théâtre et l'odéon qui sont mieux conservés. Donc cet amphithéâtre était consacré à 2 usages. Le rassemblement annuel des anciennes tribus gauloises et des fêtes populaires, le plus souvent sanglantes. Des combats de gladiateurs, entre eux ou contre des bêtes féroces, mais aussi le massacre des chrétiens, qui était une activité dans les premiers siècles de notre ère, puisque les chrétiens refusaient le culte de l'empereur. Les archéologues ont retrouvé une stèle indiquant le nom du donateur qui finança la construction. Ils sont nommés Caius Iulius Rufus et étaient prêtres de Rome et d'Auguste. On sait que c'est un romain parce que les Romains avaient 3 noms, la tria nomina. Le prénom, il n'y en avait pas beaucoup, hein, il y avait une bonne vingtaine de prénoms. Ça, c'est le nom de sa gens, de sa famille, et là, c'est son surnom. Le théâtre romain. Le théâtre fut construit sur la colline de Fourvière en 15 avant Jésus-Christ sur l'ordre d'Auguste. Donc au théâtre, pourquoi on le construit sur une colline? Tout simplement puisque ça facilite le fait d'avoir des gradins. Voilà, ça ne demande pas de travaux gigantesques, on l'adosse à une colline. Les Grecs faisaient la même chose. Donc dans ce théâtre, on y jouait des tragédies, des comédies. Concernant les tragédies, on ne fait pas de chichi à Rome. On a des esclaves, donc si on doit tuer quelqu'un, on achète un esclave et on le fait tuer pendant le spectacle. L'Odéon, également situé sur la colline de Fourvière, à l'arrière-plan à gauche sur la photographie précédente. L'Odéon fut construit au début du IIe siècle. C'était un édifice couvert. Comme tu peux le constater, les vestiges du théâtre de l'Odéon sont très bien conservés. Près de 10 000 spectateurs pouvaient assister à des comédies et des tragédies dans le théâtre, tandis qu'à l'Odéon, à proximité, pouvait accueillir 3 000 personnes pour des spectacles de musique ou de poésie. Dans la poésie romaine, ou latine, est basée sur le rythme de chaque vers. Nous, on a des vers d'une certaine longueur avec des rimes. Eux, les Romains, ajoutaient les difficultés parce qu'ils avaient des voyelles longues, des voyelles courtes. Voilà, donc ça faisait un rythme un peu musical. Et très souvent, la poésie était accompagnée par une lyre, voilà, pour égayer le spectacle.
Donc, quel spectacle donnait-on dans le théâtre? Des comédies, des tragédies. Dans quels édifices avaient lieu les gladiateurs? L'amphithéâtre. À quel numéro du document 2 correspond le théâtre et l'Odéon? Le théâtre, c'est le 3 et l'Odéon, c'est le numéro 2. Donc, vous les avez là. La mosaïque des Jeux du cirque. Découverte en 1806 dans le quartier d'Enay, cette mosaïque de la fin du IIe siècle représente un cirque dans lequel a lieu une course de chars. La mosaïque des Jeux du cirque est une des très rares représentations du cirque connu dans l'Antiquité. Outre un théâtre, un odéon, un amphithéâtre, l'Ogdenon possédait en effet un cirque, mais il n'en reste rien, car les gradins et les tribunes étaient en bois. Tu peux voir ici que des chevaux tournaient autour de bassins remplis d'eau et ornés de dauphins et de boules qui annonçaient la fin de chaque course. En bout de piste présidaient les magistrats, assis sur une tribune. Donc sur le plan, vous voyez la forme qu'avait ce cirque. Donc les chars ou les chevaux tournaient autour de cette piste. Alors concernant ces courses de chars, elles existaient déjà chez les Étrusques, qui étaient un peuple du nord de l'Italie, qui ont pris Rome à une époque et qui ont gouverné. Le dernier roi romain était un Étrusque dans la République, et elles étaient très symboliques, ces courses. Vous aviez toujours 12 chars qui concouraient. Chacun représentait finalement un mois de l'année. On devait faire 7 tours de piste, comme les jours de la semaine. Et ensuite, vous aviez 4 couleurs. Les rouges, les bleus, les blancs et les verts. Chaque couleur représentait une saison. Voilà. Et dans les tribunes, les spectateurs, ils avaient leur couleur préférée. Et comme dans certains matchs de football, il y avait des bagarres entre les spectateurs et parfois ça pouvait être très violent. Donc quand l'Empire s'est séparé à la fin de l'Antiquité, à Byzance, Constantinople, la partie est de l'Empire, qui correspond à Istanbul en Turquie aujourd'hui, les courses de chars ont continué. Et toujours pareil, on pariait, on se battait entre supporters, à tel point qu'un jour, l'empereur il a décidé, Justinien, d'arrêter une course, de ne pas la faire courir. Une grosse protestation, manifestation, dont beaucoup de spectateurs sont sortis, ils ont commencé à attaquer des magasins, à attaquer des soldats, des bâtiments publics. L'empereur ne savait plus trop quoi faire, et c'est sa femme, Théodora, qui a pris la décision. Elle a envoyé l'armée. Résultat, après l'intervention de l'armée, c'est entre 40 et 80 000 morts pour une course qui n'a pas eu lieu. Et les supporters des Verts ont quasiment été tous exterminés. Rassurez-vous, il y avait d'autres supporters verts qui sont arrivés ensuite. Et c'était un sport très très dangereux. Il y avait de nombreux accidents et quand vous faites piétiner par 4 chevaux, il ne reste plus grand-chose après. Donc, quelle est la nature du document? C'est une mosaïque. Elle correspond au numéro 1 que je vous ai montré tout à l'heure. Et on disputait des courses de chars, soit avec 2 chevaux. Le plus souvent, c'était 4 chevaux. Il arrivait qu'il y ait des courses avec 10 chevaux et des courses hippiques, c'est-à-dire des courses de cheval telles qu'on les connaît pour le tiercé aujourd'hui. L'aqueduc du Gir. À Lugdunum, il existe également des thermes, lieux de loisirs, de détente incontournables du monde romain dans lequel il reste peu de vestiges. Dans les thermes, on y va pour se rencontrer, faire du sport, se nettoyer. Donc il y a toujours 4 salles dans un therme. La première, on fait des bains de vapeur. Ensuite, on va se baigner dans une eau chaude, puis dans une eau tiède, et ensuite dans une eau froide. On peut discuter à faire, se détendre. Donc, l'eau est primordiale dans les villes romaines, puisqu'il y a des thermes. Aussi bien pour la sécurité, lutte contre les incendies, qui étaient relativement nombreux, parce que beaucoup de constructions avaient des structures en bois. Et aussi pour l'hygiène, les thermes et les égouts. Et bien sûr, pour boire. Nombreuses étaient les fontaines publiques et dans tous les quartiers, une administration en avait la charge de ce service. L'eau abonde à Lugdunum car les empereurs romains font construire 4 aqueducs, dont le plus long est l'aqueduc du Gir. Donc un aqueduc, si je fais l'étymologie du mot, aqu de aqua, l'eau, et dux de dux qui conduit. Voilà, donc c'est
une sorte de canalisation d'eau. Voilà. Alors, sur la distance, il y a toujours une infime pente, ce qui fait que l'eau s'écoule toujours. Elle ne reste pas stagnante ou là, elle pourrait être contaminée par des bactéries. Alors, l'aqueduc est une construction servant à acheminer l'eau dans une ville. L'aqueduc du Gers est l'un des 4 grands aqueducs qui alimentent Lugdunum en eau. Il mesurait 85 km de long. Donc, les Romains, quand ils font des travaux, ils ne rigolent pas. Un des plus connus, il est dans le sud de la France, c'est le pont du Gard. Il y a plusieurs niveaux. À quoi servent donc les aqueducs? Ce sont des constructions qui servent à apporter l'eau dans les villes. Dans quel lieu de loisirs l'eau est essentielle? C'est pour les terres. D'autres villes de Gaule très prospères ont laissé de magnifiques vestiges. C'est le cas de Nîmes, avec la maison carrée, les arènes. Arles, c'est pareil. Orange, avec un magnifique arc de triomphe. Partout dans l'Empire se développent des villes inspirées de la capitale impériale. Et à quoi ressemble Rome dans cette période de paix qu'est la Pax Romana? C'est maintenant ce que l'on va découvrir. La maquette de Rome au IVe siècle, qui est une maquette relativement connue. Donc, le mythe de l'Ourps. Dans la période de la paix romaine, la ville de Rome est appelée Ourps. Ourps en latin, ça veut dire la ville. Et on y met une majuscule. Car elle est le modèle à imiter. Dès le IIe siècle, Rome compte plus d'1 million d'habitants. C'est la capitale politique, religieuse et culturelle de l'Empire. On y trouve les plus beaux monuments. Elle sert d'exemple aux grandes villes de l'Empire. Tu connaissais Rome sous la République, visite maintenant Rome au début du IVe siècle. Donc, à Rome, on rencontre d'abord des lieux et des monuments construits à la gloire des empereurs. Le premier, c'est le palais impérial, le numéro 2, qui est relativement grand, qui occupe tout un quartier. Les forums, qui restent les lieux centraux de la vie politique. Sur le vieux forum républicain, le numéro 3, on peut voir l'arc de triomphe de Septime Sévère, qui fut érigé en 203 pour célébrer sa victoire sur les Parthes, qui est un peuple qui vivait entre l'Irak et l'Iran. Sur le nouveau forum impérial, le numéro 4, l'empereur Trajan a fait édifier sa colonne et son marché. La colonne qu'on a aidée, la l'unité numéro 8. Plus tardif, l'arc de Constantin, que vous avez là, qui célèbre sa victoire sur Maxence en 316, se trouve auprès du Colisée. Les empereurs étant les chefs de la religion romaine, ils font également construire de nombreux temples en l'honneur des dieux, comme le temple de Vénus, alors qui est là, le numéro 5. Non, pardon. Là, pardon. Le numéro 5. Souvenez-vous que Vénus, selon la tradition, c'était l'ancêtre de Jules César, hein, ou parfois pour honorer l'un des prédécesseurs divinisés. C'est le cas de l'empereur Claude qui a aussi son temple. Les empereurs font également construire des bâtiments pour le plaisir et le bien-être des habitants de Rome. Le grand cirque, ou le cirque de Rome, pareil, c'est la même forme que celui de Lyon, sauf que celui-ci pouvait accueillir entre 160 et 260 000 spectateurs, qui est gigantesque. Pour les courses de chars, le Colisée, autour de 50 000 spectateurs, peuvent assister à des combats de gladiateurs ou faire la plupart du temps par l'empereur, mais aussi à des combats navals. On refait des batailles. Alors avec un système de voiles et de rideaux, on pouvait faire un amphithéâtre couvert quand il faisait trop chaud. Vous avez aussi de nombreux thermes. Voilà, vous avez des thermes là, bains publics où les Romains peuvent se détendre et faire du sport. Enfin, pour résoudre le problème de surpopulation de Rome, les empereurs favorisent la construction d'insulae. Alors, insulae en latin, ça veut dire des îles. En gros, ce sont des immeubles de plusieurs étages, avec plusieurs familles, et on va les opposer aux domus, qui signifie littéralement maison, qui sont pour une par famille, mais notamment des familles riches. Pour alimenter donc en eau courante les besoins de toutes ces luxueuses domus et des pains, on a construit de nombreux aqueducs. Donc vous en voyez un. Voilà. Pourquoi il y a plusieurs étages? C'est pour maintenir une pente nécessaire à l'écoulement de l'eau. À propos des courses de chars, une couleur égale à une saison de l'année. Hein. Et puis aussi, selon les couleurs, on était pour l'empereur
Voilà, chaque couleur avait son dieu, le bleu c'était Poséidon, voilà. Tout était très très symbolisé. Donc les monuments que l'on retrouve de Rome, qu'on retrouve à Lugdunum, vous en avez 4, les thermes, le cirque, des aqueducs, un amphithéâtre. Donc après, par rapport à le plan, il fallait retrouver le numéro sur la maquette. Je vous ai entouré sur l'image précédente. Le grand cycle, c'est le 1, l'aqueduc, le 6, et le Colisée, l'amphithéâtre, c'est le 8. Le Colisée. Donc, vous voyez ce qui reste de ce grand amphithéâtre. Construit à la fin du 1er siècle par l'empereur Vespasien et son successeur Titus, le Colisée est le plus grand amphithéâtre du monde romain. Pouvant accueillir 50 000 personnes, il compte 80 portes numérotées pour y accéder. L'empereur dispose d'une loge sur le premier gradin du sud. Les citoyens les plus fortunés occupent les 3 premiers rangs. Les femmes, les étrangers et les esclaves occupent eux les gradins élevés. Une petite erreur, je ne vois pas pourquoi on accorderait à un esclave le droit d'assister au jeu. Ça semble un peu bizarre. L'intérieur, donc vous voyez quand même il a été pas mal abîmé. Alors pourquoi? Très souvent, au Moyen-Âge, on a réutilisé des pierres, voilà, pour construire de nouvelles maisons. C'est pour ça que certains murs sont très abîmés. Donc on peut voir en bas des galeries où se trouvaient sous l'arène, donc la piste de sable, les gladiateurs et les animaux. Donc arène en latin ça veut dire sable. Donc c'est une piste. Donc pourquoi en sable? Elle permettait aussi d'absorber le sang. Voilà, pendant les combats. Alors les combats n'étaient pas tous des combats à mort. On a souvent cette idée que s'entretuer, il fait toujours un qui meurt et un qui vive. Non, c'est du spectacle. Former des gladiateurs, ça coûte énormément cher. Voilà, donc sauf si l'empereur a besoin qu'il y ait des combats à mort. Les gladiateurs sont loués très cher, mais ils se battent bien. Voilà. Il arrive qu'il y ait des blessés, il peut arriver qu'il y ait des morts accidentelles, ça fait partie du jeu, mais voilà quoi. Quand il y en a un qui est tombé, qui a perdu, il demande sa grâce et le combat s'achève. Et ce Colisée, on pouvait le remplir d'eau avec les aqueducs et on organisait des naumachies, c'est-à-dire des combats nautiques, des combats navals, avec des grands bateaux de guerre. Bien sûr, les bateaux romains gagnaient toujours dans ces spectacles. Voilà un exemple de mosaïque entre un tigre et un gladiateur. Donc c'est ce qu'on appelle un bestiaire, un gladiateur spécialisé dans le combat contre les animaux. Alors celui de derrière, c'est pas tout à fait un gladiateur, c'est plutôt celui qui amène le tigre sur la piste. Voilà, donc parfois c'est le gladiateur qui gagne, parfois c'est l'animal. Voilà. On a organisé aussi dans le Colisée des reconstitutions de paysages. Il lâchait des animaux sauvages et des humains leur faisaient la chasse. Voilà. Autre particularité, il y a des moments où vous aurez dans l'arène des gens qui ne sont pas armés et on va les opposer à des taureaux, à des lions, à des tigres. Alors, il y a deux raisons. Soit ce sont des condamnés à mort parce que ce sont des criminels, soit ce sont des chrétiens. Résultat des courses, là en général, c'est plutôt les animaux qui gagnent. À quel spectacle peut-on assister dans les amphithéâtres comme le Colisée? Des combats de gladiateurs entre eux, des combats de gladiateurs avec des animaux sauvages et des combats nautiques. Les tables claudiennes, donc là on va rentrer dans la citoyenneté romaine. Au 1er siècle après Jésus-Christ, seuls les Italiens et quelques provinciaux sont citoyens romains. C'est un titre très important. Les habitants libres des provinces sont appelés des pérégrins. Les empereurs vont accorder aux plus méritants la citoyenneté romaine, par exemple ceux qui ont été magistrats dans leur cité, ou alors ceux qui se sont engagés dans l'armée et qui ont combattu avec l'armée romaine. Voit comment la citoyenneté romaine est accordée à Lugdunum, aux notables gaulois, à travers un document exceptionnel découvert à Lyon en 1528 dans les ruines du sanctuaire des Trois Gaules que tu as étudié précédemment. Les tables claudiennes sont deux fragments d'une monumentale table de bronze romaine du 1er siècle. Les plaques portent une longue inscription latine gravée, partie d'un discours prononcé en 48 par l'empereur Claude.
devant le Sénat romain. Dans ce texte, l'empereur natif de Lugdunum réclame pour les notables des trois Gaules des droits égaux à ceux des citoyens romains, entre autres celui de devenir sénateur. Ce sont les habitants de Lugdunum reconnaissants qui ont fait graver le discours sur une plaque de bronze, aujourd'hui connue sous le nom de table claudienne. Alors table, pour les Romains, c'est pas une table à manger comme nous, c'est une plaque, une plaquette, sur laquelle on peut écrire. C'est pour ça, par exemple, que actuellement, vous pouvez avoir des tablettes, voilà, l'iPad, tout ça, ce sont des tablettes. Qu'est-ce que les tables claudiennes? Donc, un document inestimable du 1er siècle. C'est les deux morceaux d'une table de bronze gravée d'un discours impérial. Alors, c'est pas du mot à mot parce que malheureusement pour lui, l'empereur Claude, en plus qu'il était boiteux, claudiqué, c'est de là devient son nom, il était bègue. Quand et où elle a été découverte? En 1528, on est d'accord, mais par contre, la réponse à Lugdunum, je crois qu'on appelait cette ville Lyon et depuis longtemps. Hein. Pour ceux qui habitent près de Paris, on ne parle pas de Lutèce Saint-Germain, hein, c'est Paris. Donc là, la réponse est assez étrange. Et elles évoquent l'empereur Claude. Pourquoi son discours est-il important? Il propose au Sénat romain d'offrir aux notables gaulois la citoyenneté romaine et aussi que ces mêmes notables gaulois puissent devenir sénateurs. Autre document très important, l'édit de Caracalla, qui est un empereur en 212. Alors lui, ça a été un très très grand tueur de chrétiens. Hein. Il était connu pour ça. Il a fait aussi de très grands termes, très beaux, qui ont coûté une fortune. Et surtout cette loi. Je donne donc à tous les pérégrins qui sont dans l'Empire le droit de cité romaine. Il se doit en effet que la multitude soit, dès maintenant, associée aussi à la victoire. Et le présent édit augmentera la majesté du peuple romain. Donc, qui sont les pérégrins? Ce sont les habitants libres des provinces romaines. Voilà. Et que fait donc cet empereur en 212? Il leur accorde à tous la citoyenneté romaine. Seuls sont exclus les esclaves. Donc, la division de la citoyenneté romaine a contribué à la romanisation de l'Empire. Dans un premier temps, les notables deviennent citoyens romains en récompense de services rendus à Rome, puis en Caracalla, avec son édit de 212, va étendre la citoyenneté à tous les hommes libres dans l'Empire. Qui dit donc devenir romain, c'est parler latin, et par rapport au français, qui est un descendant du latin, c'est cette romanisation qui a fait que aujourd'hui nous parlons ce qu'on appelle une langue latine. C'est loin du latin, parce qu'entre-temps, on a incorporé des mots gaulois qui étaient avant, et puis il y a plusieurs peuples qui sont passés, les Francs, les Wisigoths, ce qu'on appelle les peuples barbares parce qu'ils n'étaient pas romains, ils étaient étrangers, et qui ont apporté des racines aussi germaniques à notre langue. Voilà, qui est différente des autres langues latines. La petite trace écrite finale, deuxième partie de pacifier et romaniser l'Empire. Au IIe siècle, l'Empire compte entre 60 et 70 millions d'habitants, de cultures et de modes de vie très différents. Rome est maintenant capitale d'un immense empire et un modèle pour l'urbanisation. Tout l'Empire s'urbanise sur le modèle de la ville appelée l'Urbs. Les habitants libres des provinces, les pérégrins jouent un culte à l'empereur, construisent des temples à sa gloire, portent des toges, apprennent le latin et fréquentent les thermes et les théâtres. C'est le cas de Lugdunum, capitale des Gaules. La capitale de l'Empire compte jusqu'à 1 million d'habitants au IIe siècle après JC. Les empereurs successifs l'ont embelli de constructions à leur gloire, palais, forums, arcs de triomphe, en l'honneur des dieux, des temples, ou pour divertir les Romains, grands colisées, grands cirques et des thermes, voilà. En 212, l'empereur Caracalla donne la citoyenneté romaine à tous les pérégrins. C'est la dernière étape de la romanisation qui renforce l'unité de l'Empire. Voilà. Et après, ça va être petit à petit un déclin jusqu'à la disparition en 476 de l'Empire de l'Ouest, avec la prise et la déposition du dernier empereur qui s'appelait Romulus Augustule. Romulus comme le premier roi de Rome, le fondateur
légendaire de la ville, et Augustule qui veut dire petit empereur, petit Auguste. Voilà. Et l'autre partie de l'Empire va se terminer en 1453, quand la ville de Constantinople, ou Byzance, a été prise par les Turcs. Et c'est la fin définitive de l'Empire romain d'Orient, mais aussi la première reprise en 476, c'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge. Et la prise de l'autre Rome, la deuxième Rome, Constantinople, c'est la fin du Moyen Âge et on arrive à l'époque moderne. C'est en même temps qu'est apparue l'imprimerie dans nos régions. Bien, voilà pour cette unité numéro 9. Vous pourrez faire tranquillement votre devoir. Je vous donne le feu vert. Bon travail, bon courage et à très vite.